La transformation de notre industrie s'accélère. Nouvelles normes, nouveaux usages, ateliers numériques, digitalisation de la relation client, e-commerce, Web2Pack, l'industrie de l'emballage est en pleine révolution. Je m'appelle Thomas Otax, je suis le CEO et cofondateur de Paquitou. Chez Paquitou, nous digitalisons la gestion commerciale des industriels du packaging. Dans ce podcast, les Paquitalks, nous abordons ce sujet avec celles et ceux qui font l'industrie de l'emballage d'aujourd'hui et de demain pour vous inspirer dans votre propre transformation numérique et managériale. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial puisque je reçois Corinne Loustalé, ma cofondatrice chez Paquitou. Corinne, tu es actuellement directrice générale et responsable de l'activité Paquitou Connect, notre activité de place de marché de l'emballage sur mesure. Salut Corinne. Salut Thomas. Alors je suis ravi de te recevoir Coco pour ce 4e épisode des Paquitalks. Alors Corinne, de quoi on va parler aujourd'hui tous les deux ? Personnellement, j'aimerais que tu nous parles de toi, de ton parcours, de ta vision, de ce qui t'a amené à démarrer l'histoire de Paquitou avec moi et puis toute l'équipe. Alors on va en parler pendant ce podcast, mais pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors tout d'abord, merci Thomas de cette invitation. Une invitation quand même, pour la petite anecdote, rappelle-toi, qui nous a été soufflée par un de nos développeurs, et qui trouvait très sympa de nous faire nous rencontrer dans ce podcast. Je trouve ça chouette de voir que nos équipes aussi s'embarquent dans cette histoire et que du coup, cette idée vienne du collectif. Bon, petite parenthèse mise à part, pour revenir à moi et mon parcours, je suis diplômée d'une école de commerce avec un fort attrait pour l'industrie depuis tout le temps. J'étais curieuse de rentrer dans cet univers moins étudié sur nos bancs d'école de commerce. Et je voulais mettre ma vision marketing et commerce au service des sociétés industrielles. Ça m'a collé à la peau tout au long, tu vois, de ma vie professionnelle, puisque j'ai commencé dans l'industrie lourde, très lourde, en tant qu'export sales manager d'une division du groupe Framatome, le constructeur de centrales nucléaires. Et pour la petite histoire, ce qui est d'ailleurs intéressant dans ce chapitre, c'est que cette candidature, ma candidature, très atypique d'ailleurs dans l'industrie, soit préférée au candidat avec qui j'étais en concurrence à l'époque, qui était un jeune diplômé arts et métiers. Mais finalement, mon directeur commercial a pris un pari. Son idée en tant que recruteur, c'était plutôt d'intégrer une vision et une approche plus marché qui allait casser les codes dans ce milieu très masculin et technique. Il disait, bon, l'ingénieur pouvait parler technique, mais finalement, la jeune commerciale et femme de marketing que j'étais saurait décrypter le marché, en analyser la concurrence et démontrer les forces du groupe, et surtout écouter les problèmes des clients. Ça, je pense que c'est quand même à méditer pour tous nos recrutements dans nos organisations. Faut savoir sortir des stéréotypes, finalement, des idées reçues et apporter de la diversité. Ouais, c'était déjà une prise de risque. Et puis, j'ai bifurqué très vite dans l'industrie de l'emballage, et puis j'en suis plus jamais sortie, par choix, d'y rester. J'ai tout de suite adoré finalement cet univers et cette passion, développée plutôt grâce au hasard de la magie des belles rencontres qui ont jalonné mon parcours. Parce que c'est d'abord une femme d'entreprise, chef d'entreprise femme, propriétaire d'une usine de fabrication d'emballage qui m'a recrutée en tant que responsable commercial. Voilà comment j'ai commencé dans l'univers du pack. On fabriquait des emballages en PVC, tu vois, en PET. Ensuite, parce que PVC a vite été banni de nos emballages, pour des clients en grande majorité du domaine du food. Alors à l'époque, mon challenge, je l'ai pris comme changer de paradigme de client et d'activité, secteur d'activité. Et je suis partie avec des références de tubos en plastique pour choupa choups, tu vois, ou Pyro Gourmand, vers plutôt des clients qui étaient à forte valeur ajoutée. Et j'ai développé ensuite des coffrets, tu vois, plutôt de champagne, des coffrets miniatures pour Nina Ricci ou Guerlain. Et c'est avec finalement tous ces produits et ces références que la société a gagné en notoriété et en produits à forte valeur ajoutée. Comment s'appelait la société déjà ? Alors ça s'appelait Roscoplast et le nom de la chef d'entreprise s'appelait Madame Roscoe. Et elle a démarré effectivement aussi son activité from scratch, de zéro, dans son petit atelier, petit grenier
avant d'intégrer développer une usine qui finalement a fini avec 50 personnes et de très belles références comme je te viens de te le dire en termes de clients. Ok. Voilà, alors du coup, ben forcément, hein, ça a commencé, cette société qui a apporté ses belles lettres de noblesse à être intéressante sur le marché et elle a été rachetée, et j'ai suivi ce projet de rachat. Surtout pour l'homme, je dirais, qui l'a racheté et qui était un grand du secteur du packaging, Alain Chevassus, qui m'a donc accordé aussi sa confiance là pour accompagner sa phase de transition et de développement du groupe à ce moment-là. Et ce que je peux retenir de cette partie de mon parcours, c'est que c'est certainement grâce à lui que je suis aussi entrée dans une approche plus visionnaire, tu vois, de l'industrie du pack. Parce que c'était vraiment un mentor dans ce modèle qu'on appelle et qu'on dit aujourd'hui le think out of the box, avec des grosses prises de risques et pour saisir bien sûr toujours des opportunités à la clé. Alors, juste pour les auditeurs qui connaissent pas Alain Chevassus, c'est le fondateur du groupe Cosfibel. Ouais, c'est Toi, ça. tu le connais bien. Du coup, rapidement, Cosfibel, c'était quoi et ça a grandi comment? Et je crois qu'il a d'ailleurs passé le relais il y a pas si longtemps que ça. Oui, tout à fait. Bah, en fait, quand je dis que c'était un visionnaire, c'est un homme qui a su que le marché allait avoir de plus en plus besoin, non pas de spécialistes, mais de propositions de valeur plus à 360 degrés. Donc, on n'était pas sur des juste pure players du pack, mais il fallait agréger tous ces pure players les uns aux autres pour finalement en faire une proposition qui allait permettre d'accompagner le plus large possible les clients. Il a donc racheté, c'est par rachat en fait de petites structures qu'il a monté son groupe qui effectivement aujourd'hui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et il vient d'être vendu à un groupe américain. Ok, donc ça, c'est jusqu'à quand que tu accompagnes le groupe Cosfibel? Bah, Et là, toi, tu as plutôt un rôle de direction commerciale, c'est ça? ouais, je garde donc une vue sur mes clients qui étaient des clients de la cosmétique et de la parfumerie. Ce que je connaissais déjà. Donc, effectivement, c'est comme ça qu'il engage aussi ma mission et qui me lègue le rôle de développement commercial sur plutôt une vision très internationale. Donc, on avait un développement et des attentes en termes d'objectifs qui étaient très importants sur des marchés géographiques, voilà, sur la terre entière. Et c'est vrai qu'il a fallu à ce moment-là que je me pose la question aussi de continuer à suivre ces très belles perspectives ou de penser aussi peut-être beaucoup plus à me rapprocher de mon socle familial et de mes racines. Donc c'est là que on se quitte difficilement parce qu'effectivement, et on a toujours été très fidèles d'ailleurs dans l'accompagnement d'après, mais sachant, comme il m'avait appris qu'il fallait prendre des risques aussi, mais bien se connaître, eh bien, à ce moment-là, je décide avec ce pari que j'avais certainement le goût de pouvoir prendre. Je prends le pari de créer ma propre structure et, euh, et je crée ma propre agence d'offres, de services dans l'emballage. Finalement, je crée un petit Cosfibel, mais toujours avec cette vision 360 degrés de la conception du pack à la fabrication du trading, mais cette fois dans le sud-ouest, donc pour me rapprocher, comme je viens de te dire, tu vois, de mon socle familial et de mes racines. Voilà, Et donc Copac se crée, on est en 2007, en même temps que la naissance de ma deuxième fille, comme quoi c'était un pari gagnant que de me rapprocher de ma famille. Et je développe donc cette agence de service jusqu'à une magie d'un voyage, un voyage magique qui m'a transportée donc cette fois-ci à Taipei. Du sud-ouest, je pars à Taipei. Et c'est toute cette magie là au Din Tai Fung à Taipei qui me fait prendre un autre virage. Tu te alors, rappelles? peut-être pour expliciter, à ce moment-là, tu as 50 ans,
C'est ça. Donc tu développes Cohen Copac, ton agence de trading d'emballage. Tu fais plutôt l'accompagnement comme Cosfibel le fait à une autre échelle avec des grands comptes, quoique tu as aussi quelques grands comptes dans ton portefeuille. Mais en tout cas, tu opères d'une façon relativement traditionnelle avec un contact commercial de proximité où tu es chez les clients, où tu as cette fameuse valise de Mary Poppins avec tout un ensemble de packaging sur différents matériaux, différentes propositions de valeur. Et moi, j'étais un de tes clients Oui, avec la maison Francis Mio, dans la confiture, la confiserie artisanale. Et effectivement, tous les deux palois ou pas tout à fait palois te concernant, Naïez, si je dois être précis. La nuance est subtile pour des auditeurs qui ne connaissent pas bien le Sud-Ouest et on leur accordera ça. Mais en tout cas, on est tous les deux de la région de Pau et donc par proximité de nos entreprises, on se rencontre. Moi, je pars en 2016, je suis ma femme en expatriation à Taïwan et je crois que c'est en octobre ou novembre, tu m'appelles, tu me dis je vais faire un voyage d'études. c'est Je vais ça. m'inspirer au Japon, où le packaging a aussi une très forte dimension produit, vraiment de mise en valeur de tout ce qu'ils font. Et tu me dis, tiens, bah, c'est pas loin, non Taipei, Tokyo, on se voit. Et donc je te dis oui, bien, parce que c'est d'abord ça me fera très plaisir, mais parce qu'aussi Taïwan est peu connu finalement, dispose d'un trésor d'histoire chinoise très inspirant. Et donc on passe quelques jours ensemble, tu viens chez moi, on parle de tout et de rien jusqu'à ce fameux déjeuner au Din Tai Fung de la tour 101 à Taipei et où là on échange sur ton envie de redynamiser ton activité, mais d'une nouvelle façon. Et à ce moment-là, tu sais pas trop encore comment. Et puis moi, je te partage aussi toutes mes pains, comme on dit Mmh. dans le jargon, Mhm. de côté marque, voilà, côté sourcing de fournisseurs, côté process. Et c'est comme ça qu'on se rencontre effectivement, en tout cas sur la partie Paquitou, qui à ce moment-là n'a même pas de nom. Mais donc ça, on est en 2016 Ouais. et on va bosser. Toi, tu repars en France, tu repars à Pau et on va bosser pendant des mois en se faisant des visios à 7 heures du mat chez toi, 13 heures ou 14 heures chez moi et pendant plusieurs mois. Oui, c'est ça. Tu vois, finalement, ce fameux déjeuner autour des délicieux dim sum, bah, on n'a pas fait que partager des dim sum. On a Exact. aussi vraiment pensé tout de suite plus loin et plus vite dans cet univers. On avait vraiment déjà envie de créer un modèle qui allait faire se rencontrer finalement des marques et des industriels. Alors justement là, Très beau partage. merci pour la transition. C'est comment elle démarre cette histoire? En fait, là je redonne du contexte en rebondissant sur ce que tu disais, mais toi à ce moment-là, avec tes mots, qu'est-ce qui te fait démarrer en fait l'histoire? Bah, voilà, tu rappelles, on est en 2016, mais déjà, moi, je sens un changement de comportement de clients qui clients qui ont besoin d'aller beaucoup plus vite, direct au produit. Tu vois, il faut. Je me rappelle d'une présentation là, chez un gros corporate qui m'avait demandé de passer très rapidement les 5 premiers slides où je m'étais acharnée à plutôt présenter le company profile de la société, les chiffres clés, les localisations d'usines. Tu vois, j'arrivais avec un magnifique manifeste. Puis le client me dit bah, non, non, je vous arrête. Moi, je sais de toute façon que vous tous, fabricants, vous êtes tous les meilleurs. Moi, ce que je veux, c'est aller très vite. Donc, sur vos propositions de valeur de service, je veux tout de suite que vous me parliez délai de développement de production. J'ai besoin de vos conseils dans le choix des matériaux, dans le choix des possibles constructions, plus que finalement vous me partagiez l'organigramme de votre société, quoi. Donc là, je comprends qu'il faut parler produit plus qu'il ne faut parler de structure. Donc on doit accélérer. OK. En même temps, j'ai un élément, je me rappelle, très important, et on l'a partagé d'ailleurs. Je rentre, tu parles d'octobre, de ce salon, donc Luxpack à Monaco, qui est un salon quand même de référence dans le packaging du luxe.
et que je visitais régulièrement. On exposait également. Et là, rien ne changeait. Tu voyais les produits qui étaient toujours présentés dans des vitrines sous cloche. Tu as les clients qui tournent autour. Ils repartent avec le catalogue classique de présentation d'entreprise, tu vois, et avec un peu de chance, quelques échantillons. Mais tout ça était hyper old school, finalement. Et tu viens de le dire, moi, face à ce constat, en même temps, je m'interrogeais sur le développement de mon agence. Mais je me posais des questions cruciales et hyper importante pour toute organisation qui cherche à se développer. Est-ce qu'il fallait que j'embauche de nouveaux commerciaux, que je crée les mêmes bureaux que dans le sud-ouest, dans d'autres régions de France, et en fait que je duplique mon modèle à l'ancienne, en formant des équipes avec ce que ça représente d'ailleurs d'efforts en termes, tu vois, de charge de fonctionnement, sans même en connaître encore la rapide rentabilité, quoi. Et donc c'est vrai, tu as raison, c'est ce voyage d'inspiration, donc à ce moment-là de ce constat, à Tokyo, parce que oui, je pense que d'abord, c'est quand même la mecque du packaging, c'était une grosse source d'inspiration, et qu'on a rapproché finalement, ensuite en venant te voir à Taipei, nos visions, nos constats. Et puis là, ça a été magique, hein. Notre relation de confiance qu'on avait de client-fournisseur, finalement, à l'époque, elle s'est transformée en un projet entrepreneurial. Voilà. Et c'est là que ça démarre. Et cet outil numérique nous a paru à tous les deux, en fait, celui dont le marché avait besoin. Alors après, je pense aussi que ce goût du challenge et de toujours vouloir développer m'a aidé à facilement dépasser le complexe du créer une start-up à 50 ans. Mais waouh, comme me disaient mes proches, elle est folle, hein, malade, hein. Non, moi j'ai plutôt vu l'opportunité, tu vois, d'innover, de bouger les codes et de transformer cette industrie que j'adore et de la moderniser. Alors, donc on se rend compte peut-être pour redonner aussi du contexte, puisque aujourd'hui Paquitou est une société qui a deux activités, donc Connect et Hype. Et donc on se rend compte sur le premier business model qui est donc Paquitou Connect, sur l'idée en fait de digitaliser la relation, l'identification des acteurs de part et d'autre, marques et fabricants pour les projets d'emballage sur mesure. Donc c'était bien ça le sujet, puisque de ton côté, tu ne vendais rien sur catalogue, aucun produit standard, donc c'était pas ton sujet. Et de mon côté, effectivement, au marketing de boîtes PME, TI, agroalimentaire, mon sujet n'était pas non plus d'acheter du standard, mais bien d'acheter des produits, des emballages sur mesure, que ce soit dans l'étiquette, le carton plat, le carton ondulé, le plastique, le flexible, les boîtes métal, les sacs, shopping, papier, coton, et j'en passe. Donc on avait ce besoin effectivement très fort de dire, bon, face à l'infini des possibles et ce processus bien particulier de gérer des projets d'emballage sur mesure, comment, en fait, toi, côté fabricant, eh bien, tu trouves les projets qui correspondent à un savoir-faire, mais des projets également qui sont aussi, qui reflètent une taille de client, puisqu'il en va des quantités à approvisionner, donc des quantités à produire, qui correspondent effectivement à un parc machine, à son efficience. Et puis de mon côté, comment je vais beaucoup plus vite pour trouver le bon fournisseur, pour chacun de mes projets, peut-être en travaillant avec une plateforme qui me permet aussi d'agréger ma connaissance au fil du temps, de retrouver mes informations, ainsi de suite. Donc c'est ça, hein, le démarrage de l'histoire. Paquitou, qui n'est que Paquitou, puis qui devient Paquitou Connect et Paquitou Hype en 2019-2020. Et donc en 2016-2017, quand on prépare ce projet, bon, c'est une question qu'on avait tous les deux, puisque ni toi ni moi n'y connaissions grand-chose au numérique. Bon, j'avais peut-être un tout petit peu d'avance parce que j'avais eu du temps pour m'y préparer, mais toi, tu connais pas grand-chose au numérique. Est-ce que ça te fait peur à ce moment-là? Ça t'énergise? Tu t'en fiches? Tu as confiance? Tu te lances comment dans cette histoire? Oui, tu as raison. Le seul matching que je connaissais, c'était ce matching plus de booking pour aller chercher, tu vois, mes meilleurs hôtels, hein, pour mes lieux de déplacement d'ailleurs, professionnels ou personnels. Mais voilà, c'était effectivement la seule connaissance que j'avais en termes d'usage, d'ailleurs, bon, je fais un peu simple, mais du numérique.
Et finalement, dans l'idée que je me suis fait de ce matching aussi possible entre, comme tu viens de le dire, en fait, une offre et une demande, je trouvais l'idée géniale. Alors, oui, évidemment, ça fait poser beaucoup de questions que de rentrer dans un univers qui était celui de la start-up numérique. Mais moi, je me suis basée sur ma certitude que le marché changeant, j'avais ma place dans ce changement. Et j'ai cru en ma légitimité. Tu vois, j'ai d'abord dit, je prends le meilleur de moi pour conserver aussi justement, tu vois, toute cette énergie qui me caractérise et dont on allait avoir besoin dans le démarrage d'une start-up. Mais effectivement, je ne vais pas te mentir, je faisais face quand même à un océan d'interrogations, inévitablement. Mais j'étais convaincue que je devais y aller. Puis je me suis surtout posé certainement les bonnes questions, tu vois, en me disant, mais qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu connais pour que tu sois à l'aise dans cette aventure? Et, euh, et je devais la bâtir, cette aventure, en connaissant bien mes forces. Celle d'être d'abord aussi, je pense, on pourrait dire, une bosseuse. J'avais une grosse capacité également à développer plutôt une énergie positive, donc à garder le moral, l'envie de dépasser les obstacles. Et puis, il fallait que je développe. Je le disais, d'un point de vue de mon ancienne agence précédente, je voulais développer. Le mot de développement me paraissait important encore à mes yeux, là. Et ce développement, je ne pouvais pas le faire sans bien constater effectivement que les outils allaient devenir un passage incontournable dans mon développement à venir et celui de mon entreprise. Voilà, donc oui, je pense que quelque part, je voyais bien arriver que le numérique se mettait, je te disais, de booking au service de l'humain, finalement. Il me rendait plus de service. Et l'industrie du packaging, à ce moment-là, je savais qu'elle devait en profiter. Je comprends, tu vois, que l'expérience d'achat et de vente du packaging méritait d'être réinventée à ce moment-là. On a eu quelques succès, on a eu pas mal d'échecs. Si c'était à refaire, avec tout ce que tu as appris donc, depuis plus de 6 ans maintenant, à travers cette aventure, tu ferais quoi? Tu ferais quoi de différent? Tu ferais comment? Alors, à vrai dire, je crois que je me suis rarement posé la question de si c'était à refaire, tu vois? Je n'aime pas trop regarder dans les rétroviseurs et c'est plutôt l'horizon et ses perspectives, hein, qui me transcendent, tu vois? Je suis plutôt portée J'entends, mais vers c'est l'avenir. dans l'idée que je pense que pour les auditeurs, certains sont à peu près là aujourd'hui où tu pouvais l'être en 2017, en disant ok, le marché change, le comportement change, les équipes qui travaillent dans nos entreprises changent, évoluent, ont d'autres attentes, doivent travailler d'une autre façon. Et effectivement, ils font face, comme tu le disais, à un océan d'interrogations. Et donc, l'idée, c'est de dire, nous, on a essuyé des plâtres, et toi, à titre perso, tu les as vécus d'une certaine façon. Et du coup, s'il y a des écueils à éviter quand tu te lances dans ce genre de transformation euh, impactante hein, de ton activité, en tout cas, là, c'est pas la transformation de ton activité initiale, c'est vraiment créer quelque chose de tout à fait nouveau. Tu ferais comment? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu ferais différemment? Quels ont été les écueils Oui, finalement et comment tu les éviterais, quoi? c'est ça, je comprends dans cette question, en fait, heu, moi, ce que j'aurais certainement aimé savoir avant, mais c'est aussi vrai dans l'univers plus de la start-up que dans l'univers de Paquitou en général, c'est, sans contestation, tu vois, qu'il allait me manquer du temps pour laisser aussi la place à la réflexion, pour me poser. Mais j'y suis allée, je ne prenais pas d'énormes risques. Je connaissais surtout les, opportunités énormes qui s'offraient, à nous par rapport à cette évolution et cette révolution qui était en marche. Donc, oui, le temps, c'est sûr, il faut appréhender quand on démarre qu'il va nous manquer et que l'on peut avoir potentiellement ce manque de temps pour prendre le recul nécessaire pour parfois, ne pas commettre les mêmes erreurs. Du coup, tu vois, il faut apprendre aussi de temps en temps à s'arrêter si tu veux durer et prendre les bonnes décisions. Tu les prends que parce que tu prends du temps à cette réflexion et tu prends du temps sur toi. Et c'est vrai qu'une journée de start-upper, inutile, c'est pas toi que je vais dire ça, ce sont plutôt des journées de 14 heures que des journées de 7 heures ou de 8 heures. Donc,
Bah, tu sais quoi? Donc Peut-être que si c'était à ah, refaire, je démarrerais un peu plus ce temps d'arrêt en faisant un peu plus de yoga. Tu vois? Je le commencerai plus tôt, le yoga et la méditation pour arrêter le temps et ouais, amener à la réflexion. qui est devenu, ta routine. Ça donne de la Heu, force. alors question à l'inverse, c'est quoi les clés de succès justement d'une aventure, et a fortiori numérique? Alors, là, on est à la croisée de 2 mondes, le numérique et le packaging. Qu'est-ce qu'on a bien fait à ton sens? Et quand on regarde d'autres startups, qui ont de beaux succès, dans notre secteur, le numérique et le packaging, je pense à Packhelp, je pense, à Mmh. Packly, je pense à Cochlear, je pense aussi à certaines structures américaines qui ont performé, qui ont évolué. Pour toi, qu'est-ce qui est déterminant dans les choses qui fonctionnent? Bah, en fait, une start-up, c'est quoi? Si on démystifie, dans sa définition littérale, tu vois, c'est une entreprise qui démarre. Ce qui la diffère, cette start-up numérique et dans le packaging, c'est plus quelque part son organisation et le caractère innovant de l'offre qu'elle propose. Tu vois, moi qui ai vécu, l'entreprise traditionnelle d'avant, très stable, avec une organisation définie et établie, commercialisant, tu vois, un produit, avec un marché parfaitement identifié. En modèle start-up, j'ai accepté, je le disais, de penser justement, out of the box. Il faut sortir, pour ceux qui ont connu cette, aussi vie d'avant, il faut accepter de sortir des sentiers battus et de réfléchir, en dehors donc des stéréotypes. Et j'ai accepté de sortir de ma zone de confort justement en acceptant, tu vois, les règles du test and learn. Il faut s'essayer et puis apprendre de ses essais. Je rajouterais peut-être même observe, écoute bien ce qui se passe, teste et puis agis et réagis. Mais tu vois, tu as raison, les acteurs là dans l'univers du packaging que tu as cité, ils l'ont bien compris, ils s'y essayent et ils ont bien raison. Parce que quand tu vois tout cet écosystème de société beaucoup plus connecté, bah, ouais, elle se développe, mais pas uniquement connectée dans un sens de la techno. Elle se développe parce qu'elles sont surtout connectées au marché. L'exemple de Cochlear que tu as interviewé dans un précédent podcast est très intéressant. Tu te rappelles Julien Bockney? Il dit, C'est ça? il dit, bah, j'ai écouté les besoins de mon marché, du temps où j'étais technico-commercial, je crois, chez un fabricant de carton. Et là, il se dit, il y a une page à écrire. Bon, je pense sortant d'une grosse frustration, tu vois, de ne pas pouvoir honorer les demandes de ses clients de l'époque. Bah, Mmh. il y a répondu avec de la techno. Quelque part, avec cette techno, il a cherché à calibrer une offre par rapport à une demande. Il l'a entendu, Ouais. il a joué comme ça et maintenant, c'est vrai qu'il peut répondre par son site en ligne à la demande de ce petit producteur de vin d'Alsace qui, voulait produire uniquement, 200 exemplaires du packaging, bien sûr, dont il avait besoin, idéal, rêvé, mais brandé en plus avec un logo et un design. Donc tu vois, je pense que, je le dis tout le temps, c'est le client qui est le roi et je le dis d'ailleurs tous les jours à mes équipes. Donc à ce client qui est le roi, il faut lui donner le meilleur. Et Cochlear, bah, aujourd'hui, cette réponse, il la livre avec de la techno rapide, efficace, technique, économique même, puisque tu sais trouver le meilleur au meilleur prix. Moi, je dis, bravo, c'est une très belle réussite. Pachelp, que tu as nommé, une, jeune start-up polonaise, pardon, qui casse les codes de la vente du packaging. Mmh. Aucun des 6 cofondateurs n'a de background technique du pack. Ce sont tous des experts de la techno. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu comme brillante idée? Celle d'identifier un énorme vide d'offres de services dans l'industrie du packaging. Eh ben, ils ont mis leur talent de tech, plus que leur expertise métier, au service, tu vois, de tous ces retailers hein, qui lancent leur site internet, e-commerce et qui ont besoin de 200 Et enveloppes là, avec boîte tu expédition. positionnes, que ce soit, Julien avec Oakley, où il dit aussi que la technologie, mais notamment la technologie, d'impression et de découpe numérique arrive à un certain niveau de maturité et qui permet donc de justifier un business model. Ou Pachelp qui d'abord conquiert un marché
de la startup, de l'indie brand qui a besoin de toute petite série, qui va se satisfaire de dimensions à peu près, en tout cas qui va préférer l'excès de service ou la rapidité du service en ligne versus une production parfaitement ajustée, mais dans un contexte plus traditionnel, dans la relation, le développement du projet, la livraison, etc. Ce sont des fractions de marché. C'est pas effectivement le gros du marché que nous visions à travers la place de marché Paquito Connect, à savoir comment je digitalise un processus, une expérience qui est déjà en place. Donc, est-ce que j'entends ce que tu dis, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est ok, donc il y a de la place que là où il y a des trous, ou est-ce qu'il y a de la place également là où il y a des choses qui changent? Et effectivement, la question, c'est est-ce que le gros du marché, la façon traditionnelle de développer le business, est-ce que toi tu constates qu'elle a changé? C'est ce que tu disais, c'est ça qui t'amène à faire Paquitou de toute façon. Mais est-ce que effectivement, avec 6 années de recul maintenant, est-ce qu'on est vraiment les deux pieds dedans? Tu vois? Est-ce que ça va continuer de s'accélérer? C'est quoi les tendances? Comment tu les vois? Bah, tu vois, en fait, on est en train de parler, plus tu parles de trou, moi j'appelle ça non pas un trou, mais on répond plutôt à cette évolution, où on a envie de vivre plus autour de l'expérience de l'emballage, plus que de l'emballage lui-même. Donc cette expérience, elle sera, renforcée si tous les outils qui viennent autour et s'agréger autour de cette expérience se développent. Une boîte va rester une boîte. Je le dis souvent, on a besoin du meilleur packaging pour mettre son produit en avant sur le marché. Ce que nos clients aujourd'hui ne savent pas faire ou ne savent plus faire, c'est gérer la temporalité, la vitesse, la vélocité. Aujourd'hui, je ne peux plus aborder une discussion avec un fabricant d'emballage, et c'était déjà le cas quand on en a parlé donc en 2016. On pressentait, mais ça s'est accéléré avec surtout les périodes difficiles que l'on a dernièrement vécues. Mais cette expérience, elle est globale. On ne peut pas rester au stade juste de penser que j'ai besoin d'un équipe à t'opposer. Où est-ce que je le trouve? Comment je le développe? Comment j'appose mon logo alors que je ne sais même pas de quelle façon je dois présenter un document d'exécution à un imprimeur? C'est une démarche beaucoup plus globale. Et effectivement, en plus, on parle d'unboxing quand on veut livrer un bel emballage qui fait waouh, mais c'est déjà dans tout le process qui va accompagner cet acheteur que nous devons œuvrer. Et du coup, tu le mentionnais, des années un peu particulières, assez difficiles. Je pense que d'un point de vue aussi conjoncture, là, Moins qu'on puisse. mi-2023, fin 2023 et puis, on a encore beaucoup d'incertitudes. Toi, tu as vécu de plein fouet puisque, avec ton activité précédente, le plastic bashing, la prise de conscience écologique, donc on a parlé de la transformation des usages avec le numérique. On a pris de plein fouet, tous et nous, en tant que start-up numérique avec, un produit en lancement puisqu'on démarrait Hype, le Covid, pénurie de matières premières, manque de main-d'œuvre dans les usines, mais aussi côté client, ralentissement en 2023 qui est constaté. Toi, à titre personnel, Coco, tu as géré ça comment? Et d'ailleurs, comment tu continues de gérer ça? Puisque là, on vit du moins sur du volume d'emballage commandé. Euh, donc, comment tu fais face à toutes ces incertitudes passées et à venir? Bah, tu sais, ouais, j'ai plutôt tendance à dire que chez Paquitou, ces années hors normes, je les ai plutôt considérées comme des opportunités. Je dis plutôt que c'est grâce à elles qu'à cause d'elles qu'on est même presque en phase, tu vois, de développement. On d'ailleurs hein, les a gérées et je les gère comme ces opportunités parce que finalement, elles nous ont donné raison. Tu vois aujourd'hui, bon, je ne vais pas revenir sur les développements des plateformes click and collect, la vente des emballages e-commerce qui a explosé sur notre marketplace, en partie, je vais dire grâce au Covid.
C'est évidemment donc le bon choix que l'on avait pris au moment. Donc, quelque part, c'était un gage presque de réassurance d'être allé avec cet outil à ces moments de période donc qu'on a pris de plein fouet. Tu vois, j'ai même un souvenir pendant cette période-là où on était tous donc dans le dur, de voir arriver des marques comme Veja, une marque internationalement connue là, de sneakers, chaussures, tennis écolo, qui pourtant avait ses fabricants historiques, hein, venir sur la marketplace pour découvrir des capacités de production que leurs fabricants de référence ne pouvaient leur offrir. À ce moment-là, parce que pas de carton, plus de place dans les ateliers de ce fabricant. Donc l'outil, une chance finalement, que Pakitou Connect, tu vois, pouvait leur offrir. Tu parles de plastic bashing, tu parles de ces évolutions aussi en termes d'éco-conception. Voilà, évolution qui est toujours d'actualité. Déjà, à l'origine, notre configurateur était quelque part calibré pour recueillir comme il faut et accompagner déjà dans cette voie la marque. On a C'est vrai, les premières versions du configurateur de la place de marché contenaient déjà des drivers. Exactement. Quel va être le choix dans votre sourcing, au-delà de la partie technique? Vous avez privilégié le prix, le délai d'appro, C'est ça, tu as raison. l'éco-conception de l'emballage. Ça faisait partie des thématiques fortes, hein, et qui devaient orienter les Donc, choix. très rapidement du coup abordé grâce à ce configurateur. Alors, même si je te cache pas que tout le monde met l'indice 100 à Oui, éco-conçu. bien sûr. Alors c'est ça c'est intéressant, ils mettent tous un 10-100. Et à la fin, qu'est-ce que toi tu constates? Est-ce que c'est finalement la partie économique Oh, prend toujours le qui dessus? prend le dessus. Oui, c'est vrai, mais on fait un constat aujourd'hui quand même que, bon, d'abord, c'est le client est roi, je le dis, donc c'est à lui le choix final de se diriger ou pas vers le fabricant, tu vois, de proximité. Mais évidemment, pour une certaine typologie de marque, la problématique économique prend le dessus de la problématique écologique. Donc, il va falloir continuer effectivement à aller dans ce sens et à les accompagner. Mais voilà. Et puis cette période, pour revenir à ta question sur les sujets hors normes, oui, c'est vrai. Je vais pas te cacher que quand il y a eu un arrêt sur image complet des commerciaux qui ne pouvaient plus visiter les clients, que les salons étaient annulés, que les clients ne pouvaient plus se déplacer même sur les sites, tu sais, pour des BAT physiques, bah alors finalement nos outils leur ont permis de se réinventer, hein. C'était une très belle opportunité pour eux, de pouvoir venir sur finalement, Pakitou Connect et aborder, le sujet finalement d'une nouvelle, manière de faire rencontrer, les utilisateurs. Alors bon, tu vois, on continue à démultiplier d'ailleurs, on l'a gardé, hein, comme un vrai sujet intéressant aujourd'hui de contact entre chacun des 2 avec nos visio Teams que tu vas prendre sur Calendly. C'est des usages maintenant super Bien sûr. pratiques, finalement, pour faire découvrir ton showroom. Tu organises des visios même de BAT en usine, hein. On a aujourd'hui des marques et des fabricants qui travaillent en visio plutôt que de faire déplacer les acteurs sur leur machine offset. Et puis, bon, voilà, les échanges qui se passent aussi beaucoup plus sur WhatsApp, ce qu'on n'aurait jamais Ouais, imaginé. c'est clair, c'est clair. Jamais imaginé qu'un client allait répondre à un fabricant en WhatsApp avec toutes les limites que ça représente. Et ça, tu vois, comment je le gère et dans le futur, bah, ça veut dire qu'aujourd'hui, si cet outil devient un véritable lieu d'échange, il n'y a comme rien de très formel, il reste très informel. Donc, il va bien falloir trouver à un moment un espace de travail aussi où ce recueil d'informations va pouvoir peut-être être beaucoup plus time Mmh. tonic, comme je dis, et réactif et C'est rapide, quoi. intéressant, hein, la petite anecdote du BAT en visio parce que ça me fait penser, j'avais rencontré aussi dans l'écosystème des startups de Pau, du Béarn, de la région Nouvelle-Aquitaine, un entrepreneur qui était plutôt dans les garagistes pour moto, mais avec un véritable savoir-faire et effectivement, c'est aussi un univers de passion et donc il proposait aussi un book d'intervention sur les bécanes en visio avec le client qui
pouvait pas être là et rester. Et en fait, on le fait rentrer dans l'atelier. Et c'est intéressant, effectivement, Ouais. de se dire peut-être, c'est une piste à creuser. Est-ce que tiens, l'acheteur, celui qui m'a passé la commande, ça y est, je suis en prod, il reçoit une notif, il peut prendre un petit rendez-vous, ou déclencher 5 minutes, regardez, c'est en train de sortir, de mon impression, c'est en train de sortir de ma plieuse colleuse, Ouais. regardez. Le faire partager ce moment d'industrie, parce que c'est aussi ça, c'est le ramener dans l'usine, lui rappeler que c'est un produit physique qui se fait avec des personnes, avec des machines, des savoir-faire. Je pense que ça peut donner, c'est de la nourriture pour l'esprit pour certaines Ouais, cultures, mais tu vois? tu vois? Donc c'est plutôt rassurant Bien qu'inquiétant sûr, d'avoir tous ces outils, mis à disposition. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, si ça pour revenir à ce que tu me dis. Mais, j'oublie pas, et ça c'est très important, et toi tu n'iras que dans mon sens aussi, cette partie très humaine, hein. Parce qu'à ces moments où, on a des difficultés, qu'on traverse quand même des périodes compliquées, je pense que c'est super important d'avoir aussi l'équipe qui va avec bien sûr. cette période difficile. Et nous, on a réussi, enfin a réussi à embarquer aussi cette équipe avec beaucoup d'agilité dans ces eaux un peu troubles. Moi, je trouve, je les remercie beaucoup. Je continue d'ailleurs à rester très vigilante à leur satisfaction et à ce qu'elles montent en compétences et en autonomie, tu vois. Mais voilà, et les recrutements de demain, d'ailleurs, iront dans ce sens, forcément, tout en se faisant tous beaucoup de Ouais, plaisir, c'est même quand ça. c'est dur, dans Ça, l'adversité. ça fait partie, des valeurs, de passion. Quand on est passionné par ce qu'on fait, en général, les écueils, les difficultés, passent mieux et c'est bien facile à comprendre. Je voudrais te poser une autre question. Du coup, parce qu'on parlait de ce qui a été impactant ces dernières années, il y a eu aussi toute la partie réglementaire, hein, qui impacte beaucoup, les choix. Alors là, on va parler du marché français, mais ça peut être aussi à l'échelle, européenne, ça peut se passer sur d'autres pays. Du coup, alors, entre ce que tu as appris, l'évolution du marché, mais aussi du réglementaire, et puis on connaît quelques éléments de réglementaire à venir, et des tendances conso. Pour toi, c'est quoi la vision du marché packaging, pour les clients, mais aussi pour les industriels, dans les 5-10 prochaines années à venir? Qu'est-ce qui va être structurant pour eux? Bah, encore une fois, une boîte, ça restera une boîte. Le packaging, ça reste un packaging. Ce sont plus les comportements des consommateurs, acheteurs et vendeurs face au packaging, les usages qu'ils en font et cette réglementation dont tu parles, qui ont Mmh. évolué. Et d'ailleurs, il était temps que ça bouge. Alors on est passé, tu vois, d'un packaging qui devait répondre beaucoup plus aux desiderata d'un marketing qui recherchait un packaging, j'entendais toujours waouh, à un packaging plus juste. Tu vois, le designer d'ailleurs spécialiste de l'emballage, la Fabrice Pelletier, le dit très bien. D'ailleurs, je vous invite à le lire. Dans la Heu, révolution de l'emballage. pense exactement, pense juste emballage. Et le décret d'application, en l'occurrence, l'a dit les 3 R, Mmh. tu sais, réduire, réutiliser, recycler, s'inscrit dans cette Du logique. moment qu'elle part pas, dans tous les sens ou à contre-courant aussi d'un tissu industriel, parce qu'on entendait aussi, des choses qui pouvaient se tramer sur, l'obligation de réemploi, à marche forcée. Donc c'est toujours le à marche forcée. Voilà, faut pas que ça soit non plus, le faire n'importe comment ou trop rapidement, ce qui pourrait être très Oui, dommageable, hein, pour tout le monde. mais oui, mais tu vois, je pense que ce qu'il faut surtout retenir, que si, en fait, l'emballage fait sa révolution, si on parle, c'est justement parce que le commerce, lui, est en pleine mutation. Donc c'est ça qu'il faut écouter. Et le packaging et le commerce, c'est comme les 2 doigts de la main. Je dis souvent d'ailleurs qu'on devrait même rajouter un 5e P aux 4 P du, marketing mix. C'est un élément, ce packaging qui est pas assez considéré ou souvent trop tardivement Oui, c'est vrai d'ailleurs. que toi, tu as quand même une vision, très marketing du packaging, hem, dans toutes ces applications. Parce que c'est aussi, d'abord ce qu'on gère au quotidien avec Paquet to Connect, sur plutôt de l'emballage promotionnel. Mais il y a aussi tout un secteur auquel moi je me confronte plus et davantage quand je travaille avec, des transformateurs carton ondulé, des onduleurs transformateurs, qui est un packaging, je dirais, de transport, un packaging de sécurisation, un packaging où la dimension marketing est moins importante, mais où la dimension supply
beaucoup plus Oui, forte et où là-dessus aussi les choses changent, hein, avec, des grands groupes comme Renault qui travaillent, au réemploi avec leurs fournisseurs d'équipements, Valeo et consorts, à la réutilisation des emballages qui permettent de transporter les pièces détachées d'un site à l'autre pour ensuite être réutilisées et cetera. Donc il y a aussi cette partie-là peut-être, si je peux compléter ce que tu dis, Coco, où, le réglementaire peut avoir un impact assez fort. On parle aussi quand même d'un packaging effectivement juste. Et là, cela, tu as raison, hein, pour la société, pour la consommation, euh, c'est des choses à oui. considérer. Oui, oui, mais ce que tu dis rentre tout à fait dans la révolution du commerce, hein. Quand je parle de packaging, je ne dis pas uniquement le packaging comme un marketing effectivement Mm. esthétique, mais la dimension de la supply a tout à fait son rôle à jouer parce que finalement, tu vois qu'on le rencontre, nous, sur la plateforme, les marques, elles ne pensent pas emballage pour leur magasin physique. C'est presque fini, ça. Elles parlent d'emballage pour leur vente en ligne, une grande majorité. Là, je lisais des prévisionnistes qui disent qu'en 2040, 90% des produits se vendront à distance. Le magasin traditionnel, il ne servira plus qu'à vivre une expérience, à prendre connaissance, tu vois, de l'offre plutôt, avant de passer commande sur ton smartphone, de livrer chez toi, de récupérer ta commande dans une box en bas de ton bureau ou dans le métro ou près de chez toi. Donc c'est cette révolution-là que le packaging aussi, donc, par le commerce, en fait, dans lequel il doit s'intégrer. Tu parlais des indie brands, regarde, aujourd'hui, en fait, elles se développent. Aujourd'hui, on fait même des salons spéciaux indie brands et des NVB, auxquels on participe d'ailleurs, et des salons du e-commerce. Tu vois bien que l'expérience de ces marques, en fait, elles la vivent, elles la développent et elles la vivent auprès de leurs clients, mais il faut qu'elles la retrouvent à l'autre bout de la chaîne. Et comme elles consacrent, tu vois, tous ces CEO, ils consacrent plus de temps à leur marketing, à soigner leur contenu, leur storytelling, leur contact avec leurs clients, ben, le packaging, la supply chain, la logistique sont complètement les parents pauvres et ils ne s'en occupent pas. Ça devient un vrai sujet qui n'est pas aujourd'hui traité. Et c'est en ça que les industriels doivent les accompagner et doivent les soulager dans cette partie. Tu vois, avant, on parlait d'ailleurs, chez ces industriels, on parlait de département de création. Il fallait créer des beaux produits. Aujourd'hui, moi, je pense plus que les industriels doivent parler de département d'innovation. Mm. Alors, dernière enfin, j'ai deux dernières questions. On conclura peut-être par ta vision de Paquitou à 10 ans. Euh, mais j'aimerais bien que tu reviennes sur aussi ce rôle de femme chef d'entreprise que tu occupes chez nous, que tu occupais avec Owen Copac, et qui finalement est peut-être un lieu commun aujourd'hui. En tout cas, nous, on en est convaincus. On était sur une association, pas la même génération, un homme, une femme. Bon, nous, ça n'a jamais été un sujet, mais c'est une question que j'aime bien poser quand j'interviewe une femme chef d'entreprise. Dans l'industrie en particulier, et nous, au croisement de l'industrie et du numérique, comment tu le vis? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles de ce fait, tu mets un point d'attention dans ta façon de faire certaines choses, dans les recrutements, dans l'équilibre, la parité, et cetera, ou pas du tout? Voilà, c'est ainsi, hein. On est un homme, on est une femme, on a des visions, on a envie d'entreprendre des choses et on le fait. Comment tu c'est quoi ton Et un résultat naturel que je crois chez Paquitou, on a une parité à 50-50 au-delà de l'association entre hommes ouais. et femmes. Non, à vrai dire, tu vois, moi, mes rencontres, autant d'ailleurs personnelles hein, que professionnelles, m'ont toujours plutôt fait dire que bah, c'est une sorte de rencontre et euh, quelque part, un homme, une femme, ça n'est pas vraiment le sujet. Et j'ai d'ailleurs, quand je prends un peu de recul là-dessus, ce souvenir de cette boss qui m'a recrutée, la toute première dans l'univers de l'emballage, hein, Madame Roscoe, qui était une femme donc, et qui a été distinguée de la médaille de la Légion du Mérite, je ne sais pas si tu le savais, pas parce que c'était une femme, mais d'abord parce que avant tout, elle incarnait des valeurs
les valeurs du travail, du partage et celles de la créativité et de l'innovation déjà à l'époque, tu vois, d'une certaine façon. Donc, bon, ce sont les points sur les valeurs qui me paraissent bien plus importants dans l'analyse, tu vois, du comportement et de l'attitude de l'homme ou de la femme, Ouais. quoi. Je ne vois pas comme une objection d'être une femme dans cet univers. Je pense que, et cet exemple m'en donne d'ailleurs voilà, une bonne illustration. Je pense que se priver même du femme, possiblement, c'est aussi se priver d'une certaine sensibilité, d'une créativité certainement différente, et puis d'une attention toujours aussi portée à l'équilibre. Hein. Attention, c'est vrai que de fait, on a toujours une vision sur le perso, le pro. Alors je ne dis pas que les hommes n'ont pas à s'occuper, et loin de là, étant donné le premier, quelque part exemple probant, de la vie de famille, mais on y est très attaché et c'est important dans la durée de la vie de nos équipes et de la nôtre. Hein. Bon, après, je ne te cache pas qu'en toute honnêteté, c'est vrai que dans l'industrie et le numérique, tu cumules un peu tous les a Mmh. priori. Mmh. C'est pas faux. Mais ça demande juste de dépasser, tu vois, le stade du regard des participants quand tu rentres dans une salle de En fait, réunion, tu ouais, vois? c'est ça. En fait, si tu as été choisi, si tu es là et coopté, homme ou femme, Oui, tu n'es c'est ça, pas en un fait, imposteur, quoi. Tu es là juste comme tu es, avec ce exactement. que par contre, tu peux proposer le Exactement, meilleur. tu arrives, campé sur ta vision, sur ton envie de faire et en fait, le screening de ta taille, de ta couleur de peau, de ton sexe, C'est n'a ça. plus d'intérêt et aucun sens. Ouais. Et puis alors, je vais te dire, dans l'industrie, toujours dans un objectif commun, et ça va peut-être revenir à ta question d'après, servir le client et être à la disposition Mmh. du client. Alors, pour conclure, ce podcast avec toi, Coco, c'est quoi ta vision pour Paquitou à 10 ans? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu nous vois nous développer? Alors évidemment, on en parle, c'est nos sujets, hein, mais, Mmh. mais pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu peux partager? Ah, ouais, tu l'as déjà dit, on le rappelle, on a démarré notre histoire chez Paquitou avec, donc, la place de marché, avec la Marketplace Connect, qui a commencé le travail de digitaliser déjà une partie du, travail de l'acheteur et du vendeur et du fabricant. Donc on a commencé déjà à casser ces codes classiques de la vente dans l'emballage. Alors, comment je vois justement notre avenir en partant de ce postulat, de ce démarrage d'histoire? Bah, en continuant, il faut continuer à casser ces codes et dans ce sens, je vois la création de notre suite de logiciels Hype, très orienté métier, qui y répond. Ces outils software finalement et notre connaissance marché vont nous permettre de continuer à accompagner ces acteurs dans leur accélération de leur processus et le marché en a besoin. On est rentré les deux pieds dans cette révolution, doit continuer, réinventer ces codes, faire parler ces deux acteurs, marques et fabricants, différemment. C'est tout l'enjeu de ce grand dessin dans ces 10 prochaines années. En fait, tu remarques, on doit continuer en fait à infuser et à les aider à se sentir plus à l'aise. Faut les accompagner à démystifier cet univers et le rendre beaucoup plus accessible finalement. Ils ont peur, pour une grande part, de rentrer comme nous dans cette belle histoire. Mais je trouve déjà que tu vois que depuis 6 ans qu'on a créé donc Paquitou, il y a déjà une expérience plateforme qui fait moins peur. Les usines au démarrage, moi je me rappelle, me disaient: «Ah mais moi je peux pas venir sur une plateforme parce que je peux rien automatiser, je ne fais que du sur mesure, donc rien de ces process-là ne peuvent, accompagner un développement vraiment, d'un mouton à 5 pattes». Bah regarde aujourd'hui, tu as des acteurs transformateurs d'emballage qui sautent plus facilement le pas, avec tout ce travail d'avoir infusé et Éduquer. d'avoir porté la bonne parole et Mmh. éduqué. Avec Moco, regarde les cartonnages Gouriot. Ils savent que leur développement, de toute façon, doit passer par des commandes en ligne pour lancer des productions automatisées derrière. Surtout sur des produits, comme on les appelle souvent, de commodité, tu vois, qui sont assez faciles à configurer. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et je pense que si les ateliers, tu vois, les industriels savent automatiser leurs ateliers, ils ont beaucoup plus de mal, c'est vrai, à s'implanter dans le process
implanter cette automatisation dans le process. Et il faut qu'on les Et y d'autant accompagne. plus, on en parlait quand on préparait le podcast tous les deux, c'est un constat de marché qui est admis par l'ensemble de la profession, mais ça va continuer. La démultiplication des demandes, de prix, de maquettes, de conception qui est constatée depuis 10-15 ans, là aussi, ça va pas s'arrêter. Toi, tu l'as vécu, tu as même des ordres de grandeur là-dessus, sur le nombre de demandes que tu pouvais traiter ou le nombre de références à produire pour des corporates et le nombre qu'ils ont ou auxquels ils doivent faire face aujourd'hui. Ça aussi, ça va être quelque chose qui va être important. Donc, tu disais dans la rapidité, dans le time to market, il faut aller plus vite. Parce qu'il y a une démultiplication aussi des demandes et des besoins en packaging en plus petites séries, plus petites et moyennes séries. Ça fait partie aussi des choses que tu vois à 10 ans qui vont se poursuivre et qui vont s'accélérer. Bah, le marché est fragmenté. Le marché aujourd'hui, c'est pas la stabilité que l'on a connue où on prenait des contrats cadres à 3 ans et où finalement, après, tout était plus ou moins écrit dans le marbre. Tu as parlé de ces années hors normes. Il faut être très agile, il va falloir être capable de pouvoir rapidement, justement faire face à toutes ces rapides comportements. Et oui, c'est vrai que dans cette instabilité, je pense que l'outil a sa place et c'est beaucoup plus difficile de changer les mentalités des hommes et des femmes dans des bureaux d'études et chez des commerciaux. Alors attention, je les rassure tout de suite, hein, c'est pas parce qu'il y a aujourd'hui un configurateur qui t'aide à prendre beaucoup plus de briefs et de les faire évoluer que le commercial n'a pas du tout sa place. Au contraire, c'est pas du tout antinomique d'avoir des commerciaux et des processus automatisés. Au contraire, Oui, c'est juste que leurs compétences vont enfin être valorisées. Tu vois, tu vas avoir des compétences beaucoup plus techniques, des analyses qui vont être beaucoup plus qualifiées. Moi, je vois sur la place de marché combien de clients achètent des packagings trop chers pour l'usage qu'ils en font. Donc, fidéliser pardon, les clients, c'est aussi savoir l'accompagner sur le juste prix, lui dire non, non, mais c'est pas 1 € que vous devez mettre dans votre boîte fond automatique pour mettre une tarte à l'intérieur, c'est 50 centimes, 20 centimes. Voilà, c'est ça aussi que les commerciaux vont être amenés à faire. Donc, dans 10 ans, inévitablement, ça va créer aussi une révolution dans les missions, les fonctions de ces bureaux d'études, de ces commerciaux. Je pense même à terme que de nouveaux métiers vont se créer. On a aujourd'hui, moi je le vois pour l'utilisation sur Connect, mais ça va arriver chez les industriels, on aura des Customer Success Managers pour accompagner plutôt la fidélisation, tu vois, de la relation client. Vérifier que les expériences sont les bonnes. Et ça, avec des outils, bien sûr, comme des CRM métiers qui vont pouvoir t'accompagner et surtout avoir un suivi beaucoup plus aigu des comportements d'achat. Le commercial sera beaucoup plus au contact sur des parties techniques et ces fameuses feed, quelque part back-office auront une vision un peu plus drivée par des indicateurs, tu vois, par des ouais, outils. des indicateurs très intéressants. On en parlait et on a une série d'articles sur le site Packy2Wipe qui parlait des indicateurs du commerce. Mais par exemple, dire aujourd'hui, en, en moyenne, monsieur le client, entre votre première demande et la première étude, on est capable de vous faire un retour dans les 3 jours, 5 jours. Puis après, la phase de devis, et ainsi de suite. Et donc, nous, on vous garantit peut-être un process aussi de développement qui est contenu en X jours sur telle typologie de produit. Dès lors qu'on est sur des conceptions totalement à créer, on peut être plutôt sur ces délais-là. Ça peut être aussi ça, ces engagements. Pas simplement de dire, je m'engage à vous livrer dans le cadre de mes tolérances de fabrication un produit qui est conforme, mais je suis aussi capable de m'engager sur le process de développement en amont pour vous simplifier la vie, vous faciliter la vie, vous apporter aussi de la créativité, de l'innovation dans ce que vous me demandez. C'est très intéressant. Et puis tu sais, les 10 prochaines années, cette industrie 4.0, elle va accompagner aussi nos industriels, nous tous, dans les stratégies RSE. Mhm.
qui ne seront pas que l'apanage des gros groupes, hein, comme c'est le cas effectivement actuellement, mais nous tous, hein, petits, grands, dans nos ateliers, nos bureaux d'études, nos sales ops, cette RSE, ça va devenir notre cheval de bataille et avoir des outils pour, y travailler, être capable, par exemple, dans l'emballage d'afficher des informations, tu vois, sur, l'impact carbone, ça sera nécessaire pour réagir très rapidement, au plus près, tu vois, de ce que les ateliers vont produire et même si parce que l'emballage lui-même ne sera peut-être pas uniquement d'ailleurs le point noir de la discussion RSE. En fait, finalement, ça ne représente que 5 de l'émission, de gaz à effet de serre. Ce à quoi il faut s'attaquer, c'est au process lui-même qui est concerné. Tu disais 15 allers-retours de maquette, mais oui, mais c'est aussi 15 allers-retours de FedEx, de Chronopost, de la gestion derrière de tous les prix associés à ces changements de maquette. C'est quelque chose auquel il va falloir vraiment s'atteler pour pouvoir être en raccord avec ces stratégies de RSE et de développement durable. C'est le Donc, développement du process qui doit lui aussi être durable. exactement. Et on en parlera de plus en plus dans les prochaines années. C'est tout le démarrage et tout l'enjeu et le grand dessin aussi de Paquitou qui proposera à terme, tu vois, l'éco-score de l'emballage, quoi. Et du process. Merci Coco pour ce temps, ce partage. Toujours un grand plaisir de partager avec toi 1 heure d'échange, de discussion, de reparler d'où on vient et de savoir où on va, très important. J'espère que nos auditeurs auront appris certaines choses sur notre histoire, mais également sur ce qui nous habite et ce qui t'habite très particulièrement, Coco. Encore de belles années devant nous, bien challengeantes comme on les aime. Je vous donne rendez-vous pour le 5e épisode dans quelques semaines. Et je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée, de soirée, au moment où vous écoutez ce podcast. Salut Coco. Merci Thomas. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Paki Talks. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager pour nous aider à motiver et convaincre des nouveaux invités à venir partager leur histoire et leur vision de notre industrie. Vous souhaitez rebondir sur ce podcast ou en savoir plus sur Paquitou? Connectez-vous sur notre site internet paquitou.com ou contactez-nous sur LinkedIn. À bientôt!